Bon, on y va. Je pense que ça enregistre. Yes. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Donc, nous revoilà à trois pour un nouvel épisode. Donc, moi, je suis Hélène Verdoux. Je suis professeure de psychiatrie à l'Université de Bordeaux. Chers collègues, à vous. Moi, je suis psychiatre, Michael Sikorav, psychiatre ordinaire à Laval. Et moi, je suis Christophe Lançon, je suis professeur de psychiatrie pas ordinaire à Marseille. Donc, si on s'est mis à trois aujourd'hui pour vous parler de la prise en charge de la comorbidité TDAH et troubles bipolaires, c'est parce que c'est un sujet extrêmement complexe et on va certainement pas être trop à être trois pour traiter ce sujet. Alors, je vais essentiellement laisser la parole à Christophe Lançon et Michael Sikorav sur cette question parce qu'ils connaissent beaucoup mieux les prises en charge que moi. Et j'aurai ici un rôle surtout de candide pour poser des questions qui fâchent ou pas d'ailleurs. Donc, alors, vous avez en face de vous, vous diagnostiquez un TDAH chez une personne qui a un trouble bipolaire ou vice-versa. Donc, on avait déjà vu avec Michael la question complexe du diagnostic différentiel. Donc, en fait, qu'est-ce que vous préconisez? Bon, je vais commencer à passer la parole au plus jeune. Michael. Ouais, moi, je pense qu'il faut qu'on soit clair sur le côté psychothérapie qui est, enfin, pour moi, c'est un peu comme la TCC dans l'insomnie. Il en faut, il n'y a pas de doute. Il y a des choses que le traitement peut faire et que la psychothérapie peut faire et ça, pas forcément, ça se recoupe pas forcément. Il y a des techniques qu'il faut savoir mettre en place ou 15 kilos de Ritaline ne permettront pas d'améliorer ce problème-là. Mais il faut trouver un psychologue qui fait de la TCC sur le TDAH. Et je pense qu'il faut être très, très clair avec les patients d'entrée de jeu. Est-ce que, un, ils peuvent y avoir accès? Est-ce que, deux, c'est financièrement faisable? Et si ça l'est pas, qu'est-ce qu'ils sont prêts à faire comme travail de self-help avec des bouquins, que ce soit en anglais ou en français, pour avoir les bases de ben, qu'est-ce qui peut s'améliorer avec la thérapie et qu'est-ce qui s'améliorera peut-être pas de la même façon et pour après poser les jalons de qu'est-ce que je vais évaluer sur l'efficacité de mon traitement. Je peux avoir, je sais pas moi, 4 grammes par litre de Ritaline. Si quand j'ai un rendez-vous, je le note pas, eh ben, je rate mes rendez-vous. Et il y a des trucs que le médicament n'aideront pas vraiment, je pense. À mon avis, voilà, faut aborder le problème que bah, il y a une partie thérapie et voir ce qu'on en fait après. Mais peut-être le premier truc à aborder, si le diagnostic est fait, c'est ça, je pense. D'accord. Christophe, sur la thérapie, alors self-help, c'est autotraitement, je pense qu'on peut le traduire comme ça en Ouais, français. autotraitement, ouais. Autotraitement. Christophe, Oui, oui, moi je crois que bon, il y a un faux débat sur le TDAH, c'est la question TDAH égale Ritaline, quoi. TDAH, c'est pas égal à Ritaline. Ritaline, c'est une des possibilités thérapeutiques dans les troubles de l'attention et c'est pas la seule possibilité thérapeutique. Donc ça, c'est un élément très important. Deuxième élément, bien sûr que il y a des thérapies ou des prises en charge qui ont montré leur intérêt dans le TDAH qui ne sont pas médicamenteuses. Les thérapies cognitives, les prises en charge neurocognitives, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses sur le domaine de la neurocognition à faire, et puis les histoires de self-help. Donc après, c'est un choix en fonction de l'environnement dans lequel on travaille. mais Malgré tout, alors là, il me semble que vous êtes en train d'évoquer la question générale de la prise en charge du TDAH. Donc, il n'y a pas de spécificité par rapport au fait que les personnes ont un trouble bipolaire. Bah, peut-être si, encore plus, parce que vu qu'on a la crainte théorique et parfois vérifier que si les gens sont pas suffisamment équilibrés, il y a un impact des psychostimulants, c'est peut-être encore plus important de s'assurer qu'on a vraiment besoin de passer par la case médication avant de tirer le premier coup, là. Je pense. Moi, j'aurais dit ça. Et oui, Christophe, de ton point de vue, il y a un bon niveau de validation en termes d'évidence de l'efficacité des prises en charge psychothérapeutiques dans le TDAH? je peux d'abord répondre sur les médicaments ou tu veux que je parle des psychothérapies? On commence par les psychothérapies, on verra après. Alors, Enfin, tu est-ce fais qu'il y ce a que une tu bonne veux en fait. preuve d'évidence? Alors, dans le TDAH en général, les TCC et un certain nombre de techniques cognitives, il y a des preuves d'évidence correctes, mais pas, on peut discuter. Après, dans la comorbidité,
TDAH, trouble bipolaire, alors là, le niveau d'évidence et de preuve de toutes les prises en charge, elles sont... Ah, ça, donc, on est c'est d'accord. d'abord On est que des d'accord. recommandations la plupart du temps, à dire d'experts, hein, ce qui parce que c'est déjà pas si mal, mais les publications, le niveau de preuve scientifique, bon, alors pour les psychothérapies dans la comorbidité des deux troubles associés, c'est faible. Et Ça ne alors, veut pas moi, je dire qu'il ne faut pense, pas le ouais. faire, hein. Et moi, je pense qu'avec le TDAH, dans ce cadre-là, il y a une urgence qu'on n'a peut-être pas forcément ailleurs, ou peut-être d'une autre façon. Moi, j'ai vu un enfant là, mais je vous promets, c'est vrai, il fait des vols planés en fait. Il n'arrive pas à rester tranquille et il saute littéralement il se projette sur le sol. Et si on ne fait rien, il va se faire exclure. Et après, ça commence à s'enrouler assez vite. Et quand les patients arrivent, la famille arrive, ils disent, bah, là, il faut faire quelque chose. J'ai l'école qui me dit que machin. Et il y a une espèce d'urgence fonctionnelle qui fait que faut pas se planter. Si jamais je dis, OK, j'ai rendez-vous avec la psychologue, là, experte, c'est au mois de janvier 2025, elle est nickel. Bah, il y a une forme de responsabilité, je pense, du praticien de faire perdre éventuellement du temps alors qu'il y a des thérapies qui marchent, qu'elles soient médicamenteuses ou autres. Mais je pense que voilà, il y a une forme de responsabilité qu'on a qui parfois n'est pas forcément intégrée par les confrères, je trouve. Mais de la même façon qu'un risque suicidaire, quoi. Je veux dire, à mon avis, ça crée ce sujet-là aussi. Ok. Oui, donc ce que tu es en train de dire, c'est que si on préconise par exemple une approche de type TCC ou de remédiation cognitive, le degré d'urgence n'est pas le même que pour des troubles mnésiques associés aux troubles bipolaires. Enfin, Euh, pour la remédiation cognitive, par exemple, ou pour il y a quand même une urgence plus importante d'en mettre en place un traitement efficace. C'est ça que Bah, tu... c'est ça, c'est en fonction de l'accommodation de l'environnement qui parfois ne se fait pas du tout, et c'est plutôt l'environnement qui va dépoter le patient. Des fois, on ne peut pas attendre de savoir si ça va se faire avec la psycho, s'ils prennent le rendez-vous, s'ils vont s'inscrire dans le soin, etc., etc., quoi. Je pense que c'est aussi à prendre en compte. Et les cibles des psychothérapies dans ces cas-là, en fait, quand on adresse une personne qui a un trouble bipolaire et un TDAH pour une prise en charge de type psychothérapie, qu'elle soit TCC ou autre, quelles sont les cibles, en fait Alors là, c'est le professeur Lançon parce que moi, j'ai pas de psychologue qui a ces compétences-là dans la région qui consulte et du coup, ça n'adresse pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est pas une attaque, c'est pas un gros mot, c'est voilà, il n'y a pas les compétences. Donc, Bon, C'est la réalité du terrain, oui. Oui. d'un point de vue scientifique, c'est compliqué parce que bon, bah, le TDAH, c'est un grand syndrome dans lequel il y a beaucoup de choses, donc c'est assez difficile. Et quand on fait les études, bah, on poule des trucs et bon. Après, dans la pratique, ben, qu'est-ce que ça fait, ce que ça fait pas? Bon, il y a plusieurs éléments. Il y a les TCC, c'est bon, ça peut permettre de gérer la partie émotionnelle et comportementale, pour faire simple. La partie neuropsycho, ça peut, parce qu'il y a beaucoup de neuropsychos qui sont aussi des TCC, hein. Les limites, elles sont pas aussi euh, claires que ça. Et en général, on fait un mélange des prises en charge, quoi. Je crois que c'est quand même surtout quand on fait des prises en charge psychothérapeutiques et même médicamenteuses. Bon, et les prises en charge neuropsycho, c'est plus sur les troubles exécutifs, voilà, parce que c'est pas un trouble de l'attention en fait, c'est un trouble des fonctions exécutives auxquelles on a affaire, voilà. Juste Mais peut-être une petite parenthèse pour expliquer à tout le monde ce que c'est exécutif. C'est dans la capacité de planifier l'action, notamment. J'imagine que c'est ça à quoi tu fais référence. ben, il y a un grand malentendu dans cette affaire, on appelle ça trouble de l'attention. C'est-à-dire, on dit, oh, les gens, ils sont inattentifs. Ah, ils sont inattentifs. Bon, bon alors, faut pas faire une grande. il a raison. Non, mais l'attention, c'est déjà un phénomène très Mais complexe c'est d'un vrai. point de vue neuropsychologique. Et l'attention, c'est un phénomène très complexe d'un point de vue neuropsychologique. L'attention et les fonctions exécutives, c'est quelque chose qui ont à voir. Bon, les fonctions exécutives, c'est des fonctions qui permettent effectivement de maintenir des actions et ou de les planifier et de les organiser. Bon. Et il y a un élément très important dans l'ensemble de cette affaire dont on parle jamais du TDAH, c'est le contexte dans lequel ça apparaît. C'est-à-dire qu'on peut être
très attentif en ayant un TDAH. On a une situation dans laquelle on est passionné, on n'a pas d'interférence, voilà. Et on peut être même très, 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 très attentif. Ah C'est-à-dire oui. mais de façon incroyable. Et puis particulièrement inattentif ou désorganisé ou impulsif un peu moins, mais enfin tout à fait pas socialement adapté dans un contexte qui est tout à fait différent. Et la question du contexte, elle est très importante. Alors pour rebondir sur ce que dit Michael, il y a effectivement les gens qui viennent consulter le plus souvent, et c'est parce qu'ils ont... ils sont, enfin, il y a beaucoup de tension autour d'eux et que la demande elle est très puissante dans la tension dans laquelle ils se trouvent. Donc, il va falloir faire un plan de traitement qui va être d'abord essayer de calmer cette tension. Bon, ça, c'est comme tout ce qu'on fait en psychiatrie quand quelqu'un a une Une crise oscillation suicidaire. d'humeur, voilà, ou un risque suicidaire. Et puis ensuite, il va forcément y avoir, comment dirais-je, un travail sur dans quel environnement ça se produit. Bon, je vais vous raconter ma On se théorie. recentre sur le trouble bipolaire, peut-être, avec un exemple qui serait... Ah, on va pas pouvoir tout faire, ouais, je pense. Euh, c'est-à-dire que là, on est quand même sur la comorbidité, c'est-à-dire un élément de contexte. Ah oui, oui, alors, bon, revenons, il y a une chose qu'on a sautée, mais qui est dans toute la littérature, qui me semble très important, c'est qu'on a intérêt quand même à calmer le trouble bipolaire et à le réguler au moins en partie avant d'attaquer pharmacologiquement hein, le TDAH. Ok, C'est ce donc qui est là, pour le moment, on était recommandé. parti. Ok, d'accord, on était parti sur Non, la non, mais il faut quand psychothérapie. même le Oui, préciser. C'est-à-dire oui, que oui, c'est Ah très ouais. important. si on a une pulsation du trouble bipolaire très importante, avec des accès maniaques, enfin bref, quelque chose qui fait que le trouble bipolaire est très bruyant, il faut quand même d'abord, ça c'est une recommandation qui me semble assez juste et assez partagée, Ouais, essayer totalement. d'abord un peu de calmer la pulsation du trouble bipolaire avant d'attaquer avec... Le problème, c'est ce qu'on a dans la main comme médicament en France, hein. Avec les Ah, médicaments dont on dispose actuellement en France, voilà, qui sont peu nombreux, et donc il faut attendre un peu avant d'utiliser pharmacologiquement ces médicaments, voilà. ok, très bien. Michael, là, je pense que c'est important aussi que toi, tu puisses rebondir sur ce point-là qui paraît, qui est vraiment fondamental, nous sommes d'accord? C'est-à-dire que si on est Bah dans ouais, une ouais. séquence chronologique, comment on va hiérarchiser les priorités, en fait, en termes de prise en charge? Bah, moi, si j'avais du fric et de l'influence, je ferais une étude de diagnostic de troubles bipolaires avec les gens qui vrillent sous méthylphénidate. Je passe mes semaines avec des patients qui sont sur le spectre et qui sont bipolaires à 20%, et ça tient à peu près, franchement, il n'y a pas de souci. Et ils ont un diagnostic de TDAH et ils ont un des symptômes de TDAH, il n'y a pas de doute. Et ils arrivent avec cette demande-là et on leur met de la Ritaline, on va pas leur mettre du lithium, hein. C'est des gens qui en moyenne ont fait de la psychothérapie, qui se lavent les dents, qui dorment bien, enfin voilà, hein, ça tient. Et on leur met de la Ritaline et franchement c'est un désastre quoi. Ils dorment plus, ils sont énervés, ils sont en train de monter machin, c'est pas possible. Et faut non seulement que le trouble bipolaire soit stable, mais en plus que les gens qui sont un petit peu, j'entends les gens qui dans la famille ont un peu d'antécédents ou qui ont déjà fait une ou deux dépressions, mais pas beaucoup, des burn-out ou je sais pas quoi, il faut que ces gens soient prêts à envisager le fait que peut-être que le psychostimulant, là, la Ritaline, va faire pencher la balance d'un côté et que ça veut dire que en fait, soit on le met pas, soit on le met accompagné d'un traitement pour l'humeur. Et ça, il y a des gens qui se battent contre ça, qui font un deuil, ça leur plaît pas. C'est mon avis et je pensais pas que c'était vrai à ce point. Franchement, je pensais pas que c'était vrai à ce point-là. On en a, Alors, je sais pas, ok, 5 par semaine, d'accord. hein. Donc là, le message, c'est finalement, on n'est même pas au stade où les deux troubles sont déjà diagnostiqués. Qu'est-ce qu'on fait? Là, tu reviens à l'étape encore antérieure. C'est finalement, c'est chez la personne qui a un diagnostic, en tout cas de TDAH, et qui a une vulnérabilité bipolaire. La priorité, c'est d'abord de diagnostiquer le trouble bipolaire et de le traiter correctement. Ou alors de diagnostiquer la vulnérabilité et si jamais c'est trop vulnérable, de ne pas hésiter, de ne pas avoir peur de revenir en arrière et de réessayer avec un régulateur d'humeur à côté, quoi. Parce que concrètement, moi j'ai des patients qui sont encore plus TDAH sous Ritaline et c'est louche, quoi.
vraiment, c'est louche. Et c'est un effet, en fait, c'est fréquent. Moi, je trouve que c'est fréquent. C'est-à-dire, je trouve que c'est plus fréquent que le syndrome malin des neuroleptiques Ok, ou le syndrome Michael, on est en sérotoninergique. train de revenir à ce qu'on avait déjà traité dans la vidéo Ok, précédente, qui est celle merde. du Oui, c'est diagnostic vrai. différentiel entre TDAH et trouble Ok, bipolaire. Donc là, je donc c'est pense, je bon. propose qu'on se recentre sur la situation qu'on avait évoquée au départ, qui était, excusez-moi, hein, je fais un peu la prof, mais Oui, non, bon, il faut, hein. Ah, moi, sinon, c'est 2 heures. Tu le fais bien, tu le fais c'est bien. devenu maintenant quasiment épigénétique. Donc, en fait, on va considérer que les deux troubles sont effectivement diagnostiqués et donc le prérequis, c'est qu'il y ait déjà un traitement enfin, régulateur de l'humeur. Ouais. Ok, Ouais, on est d'accord là-dessus. ok, d'accord. Alors, dans Est-ce les que, traitements... Oui, est-ce Michael? que le traitement de régulateur d'humeur va influencer sur le choix du traitement pour le TDAH? J'entends par là, mais ça, c'est peut-être pour le professeur Lançon. Est-ce qu'il y a des gens qui sont, je sais pas, sous dopamine bloquant, sous Risperdal, sous aripiprazole? Est-ce que, vu qu'il y a un traitement qui bloque la dopamine, d'aller mettre de la Ritaline, du méthylphénidate qui augmente la dopamine, je le fais simple, hein, est-ce que ça pose pas souci? Parce que moi, j'ai des patients qui me posent la question. Je sais pas si ma Bah, question est claire. en théorie, ça pose un souci, en théorie. Ouais, Déjà, en théorie, si ça pose un souci, il vaut mieux éviter, vous voyez. ok. Euh, après, les neuroleptiques comme régulateurs de l'humeur, dans le trouble bipolaire, moi, je suis pas un spécialiste, je sais que c'est recommandé, mais en tout cas, si on veut essayer d'être Faut assez qu'on aille simple, bouffer dans cette un. comorbidité TDAH, trouble bipolaire, moi, je ne mettrais pas comme régulateur de l'humeur un neuroleptique atypique. Voilà, je sais pas, après, ça n'engage que moi, pour des raisons multiples qu'on peut pas régler en 3 minutes. Après, théoriquement, c'est pas une bonne idée d'essayer de pousser d'un côté et de freiner de l'autre, là. Bon, c'est un peu de la médecine simpliste, mais c'est quand même pas tout à fait égal à zéro. Alors, Oh, faut que je on essaye déménage à de Marseille, hein. reprendre, on essaye de remettre les choses, enfin, de remettre l'information. Donc là, on repart dans notre situation. Il y a un diagnostic de trouble bipolaire, il y a un diagnostic de TDAH. Donc déjà, dans l'optimisation du traitement du trouble bipolaire, donc il faut un traitement thymorégulateur. Mais avant de parler, donc là, on est en train d'évoquer les effets éventuellement aggravants de certains traitements thymorégulateurs. Mm, Donc, est-ce qu'on peut, enfin, et notamment des antipsychotiques, mm. en tout cas les plus freinateurs au niveau dopaminergique. Donc, alors, en restant sur les antipsychotiques, finalement, est-ce qu'il y en a qui seraient vraiment à éviter complètement dans cette indication? Donc, vous évoquez le risperdal tout à l'heure. Bah, ils sont tous assez freinateurs dopaminergiques, Allez, vas-y. professeur. Allez, hop. Eh, Euh, il a raison, il a raison. Ok. Non, Oui, enfin, oui, 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 non, mais malheureusement, malheureusement ou heureusement, parce que heureusement d'un autre côté, ça fait partie des choses qu'ils ont en commun, ces médicaments qu'on appelle antipsychotiques, neuroleptiques. Ils font quelque chose. Bon, après, c'est plus complexe, mais ils font comme si on veut être un peu simplificateur, mais ça reste quand même un point commun. Donc après, est-ce que c'est plus ou moins? Si on a des alternatives à ce type d'effet, eh ben, il vaut mieux choisir les alternatives qui ne vont pas trop freiner la dopamine dans ces situations-là de comorbidité. ok, très bien. Le message est extrêmement clair. Donc, en fait, on va tout faire pour éviter les antipsychotiques. Dans cette indication-là, en tout cas, on ne va pas en première ligne proposer un traitement antipsychotique. Ça ne veut pas dire que certaines personnes n'en ont pas besoin, mais en première ligne, on va, si on a une comorbidité TDAH et trouble bipolaire, on va tenter une régulation de l'humeur en première ligne par d'autres stratégies. Et je pense que nous allons tomber d'accord assez rapidement sur le lithium. Professeur Lançon, docteur Bah, Stéphane. moi j'aime bien le lithium. Après, mes patients, le lithium, voilà, ils Hmm. commencent pas par le lithium. Donc, il faut trouver des compromis. Mais voilà, moi, je suis un fan de lithium, il n'y a pas de doute. Je- La lamotrigine aussi, a priori, ne présente pas de... Enfin, peut être une bonne indication dans cette... Bah, ouais, ouais. Et puis, en moyenne, les patients, ils commencent par la lamotrigine, je trouve. Moi, ça fait une bonne entrée en matière. À l'HP, on commence par le lithium et en ambulatoire, on commence par la lamotrigine. Mais oui, moi, je pense que c'est bien de ne pas mettre de dopamine bloquant alors qu'on met des médicaments dopaminergiques. Je pense que c'est bien. Je pourrais vous tenir honnêtement pendant 1 heure sur pourquoi est-ce qu'en fait, tel neuroleptique, il n'est pas tout à fait dopamine bloquant dans le préfrontal et tout. Oui, C'est des oui. conneries. Oui,
Non, non, Oui, oui, on pense à la c'est- ripiprazole et autres, mais voilà, voilà. voilà, Oui, donc, voilà, tout ça, tout ça. mais donc, OK. Alors, pour qu'aussi que les choses soient claires, nous sommes en train là de parler de la prise en charge en dehors de la prise en charge de l'épisode maniaque aigu ou de l'épisode dépressif aigu, hein. Nous sommes en train de parler de la prise en charge du TDAH une fois que on est sur un traitement préventif de la récidive au niveau régulation de l'humeur, plus que sur le traitement de l'épisode aigu. Ça ne veut pas dire qu'il ne reste pas des symptômes résiduels, mais on est sur on n'entame pas un traitement pharmacologique du TDAH lors d'une phase aiguë, du trouble bipolaire. Ok, On est d'accord. donc en priorité, une thymorégulation plutôt par anticonvulsivant ou lithium Mm. en première ligne. Ok, donc on est dans le cas de figure optimal qui est finalement assez fréquent où on arrive à une stabilisation de l'humeur avec une de ces molécules. Donc les symptômes du TDAH persistent. Dans ces cas-là, qu'est-ce que vous préconisez? Méthylphénidate, hein, je pense que voilà, on est en France. Alors, cela dit, dans les pays où ils ont les amphétamines, tout le monde commence par le méthylphénidate, hein. C'est-à-dire, il n'y a pas de doute sur le fait que sur le long terme, c'est probablement pas neurotoxique, ou en tout cas moins que les amphétamines si ça l'est. Et la question qui se pose, c'est libération immédiate ou libération prolongée. Alors là, je sais pas ce que le professeur Lançon fait. Moi, c'est une libération prolongée. Mais je Alors, suis curieux. théorie, il faut arriver à faire que les patients fonctionnent avec de la libération prolongée. Alors après, je fais une petite tangente quand même parce que il y a quand même aussi une idée que le traitement pharmacologique du TH, c'est un traitement continu. Cette idée, en pratique, elle n'est pas juste. C'est-à-dire que si, ce que j'ai dit il y a quelques minutes suivant les contextes dans lesquels je me trouve, je vais donner un exemple. Ma charge cognitive, c'est-à-dire la mobilisation de certaines structures fonctionnelles de mon cerveau est plus grande, et bien on peut admettre qu'à certains moments, on va avoir besoin de plus de traitements et d'autres beaucoup moins. Ça, c'est un truc. Je donne un exemple. Bon, comme tout le monde, il m'arrive de soigner des gens qui ont une vie. Bon. Et qui ont, par exemple, des circonstances de vie dans lesquelles ils vont devoir mobiliser leur charge cognitive de façon importante. Passer un examen, affronter des circonstances dans lesquelles, voilà, il faut. Eh bien, à ce moment-là, il est justifié, d'un point de vue neurocognitif, d'augmenter les traitements en fonction des besoins cognitifs. Donc ça, c'est effectivement assez compliqué dans la gestion. Et donc, ça permet de répondre à libération immédiate ou libération prolongée. C'est mieux la libération prolongée dans un traitement long cours, parce que ça fait moins d'à-coups. Mais on peut aussi avoir des moments besoin de prendre des libérations immédiates pour, par exemple, tiens, demain, pendant 3 jours, là, moi, ça m'arrive, je vais passer des examens, je vais à la faculté, ou j'ai des entretiens, et je sais que si je prends la libération immédiate, eh bien, j'aurai plus la capacité de me concentrer dans cet aspect-là. Voilà. Je sais pas si je réponds à la question, mais Bah si, si, ça me va. Moi, je suis assez d'accord. Et il y a même des patients. Alors moi, par exemple, quand je prends mon Concerta le matin, à 22 heures, si j'ai un trajet en voiture à faire, eh ben, je prends un peu de méthylphénidate immédiat parce que mes chances de m'empaler en voiture sont beaucoup plus faibles, hein. Voilà, eh ouais. c'est comme ça. De prendre de la Ritaline quand on a un TDAH, ça réduit les risques d'accidents graves comme de mettre un casque quand on est en moto. Donc voilà, le message, je suis complètement d'accord, c'est que c'est pas gravé dans le marbre et puis ça peut même, en fonction de la journée ou je sais pas quoi, être un mélange, être plus tu élimines, tout ça. Mais ouais, je pense que c'est bien d'avoir l'idée que ça va être un peu dynamique. Tout le problème des ordonnances où le comprimé est compté à la, Oui, oui, oui. Il faut avoir au de bonnes gramme relations près. avec les pharmaciens. Et Ah ouais. puis après, il y a des formes galéniques différentes, hein. C'est-à-dire que, il y a la Ritaline, le Concerta, le Quasim, le Medikinet, et la forme libération immédiate de Ritaline et LP. Et donc à l'intérieur des comprimés, vous avez des mélanges entre une libération un peu plus immédiate et une libération un peu plus prolongée sur la journée. Donc c'est un peu que si on veut rentrer dans les détails de la comparaison des différentes formes de méthylphénidate dont on dispose en France, les produits sur le marché ne sont pas équivalents. Bon, après, la susceptibilité des gens aux effets immédiats,
la cinétique dans la journée, le nombre de prises, là, effectivement, c'est un avis spécialisé, hein. D'accord, donc si j'essaye de résumer, en fait, c'est vraiment du sur-mesure. Ah ouais. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est du sur-mesure personne par personne concernée. Et si je comprends bien aussi, pour pouvoir adapter son traitement, il vaut mieux avoir une bonne information et des quelques séances d'éducation thérapeutique de manière formelle ou informelle. Mais en fait, donc, alors les personnes qui ont un trouble bipolaire souvent bénéficient d'une éducation thérapeutique pour leur traitement régulateur de l'humeur, ce qui voudrait dire que ce serait bien de développer des modules spécifiques pour ces personnes-là si elles ont besoin d'un traitement psychostimulant. C'est comme ça que je comprends ce que vous êtes en train, les messages que vous êtes en train de passer. Bah, L'importance de l'information du ouais, patient quand même ouais, aussi. c'est ça. Il faut qu'ils sachent un peu ce Ah qui bah, va se passer, ce qui pour tous peut se les passer. psychotropes. Ouais, c'est ça. Oui, oui. Mais là encore plus C'est parce encore que plus. Oui, 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 oui. on peut avoir un traitement qu'on va moduler, et là c'est très intéressant, en fonction des circonstances dans lesquelles nos charges cognitives vont être plus ou moins stimulées. Alors c'est vraiment C'est le une modèle partie de la de... réussite. Pardon, excuse-moi. Oui, oui, C'est une ça fait partie de la partie de la réussite de la réussite, prise oui. en charge. Tu comprends ce que je veux dire? Et que, eh bien, dans l'éducation avec les patients, il y a toute cette capacité à repérer et à adapter le contexte et l'utilisation soit de techniques psychothérapeutiques, soit médicamenteuses en fonction du contexte. Et là, c'est vraiment très intéressant parce que c'est un état, moi je dis même pas c'est un trouble dans lequel effectivement entre éducation thérapeutique, psychothérapie et médicaments, là on fait du travail un peu ouais, sur mesure, adapté, personne dépendante. C'est vraiment, c'est là en fait, quand on parle de, souvent on prend l'analogie du diabète et de l'insuline, mais ce que vous êtes en train de m'expliquer, en fait, c'est très très proche de ce modèle-là, où en fait les doses d'insuline sont très adaptées au contexte beaucoup plus que dans la thymorégulation de troubles bipolaires, où finalement il y a des stratégies aussi d'adaptation en fonction d'oscillation de l'humeur. Mais là, c'est quasiment heure par heure, ce que vous êtes en train de m'expliquer en termes d'adaptation, enfin en tout cas jour par jour. Oui, donc ça demande une bonne maîtrise en fait du traitement et de l'adaptation. Et alors, il y a le générique au milieu. Moi, alors, soit ils sont tous obsessionnels, soit le terme de bioéquivalent, en fait, il est plus ou moins lax. Et je pense notamment au Concerta où le système de libération, il est Oros, là, il est propriétaire. Et le générique, il est pas tout à fait équivalent. Voilà, y a rien c'est pas tout à fait équivalent. Et du coup, s'il y a un message, je pense, et il y a des fois des patients arrivent en disant bah, ça marche plus, je comprends pas, c'est une cata. Donc là, il faut rechercher tous les facteurs de déséquilibre, que ce soit du trouble bipolaire ou du TDAH, le sommeil, ça. Et puis il y a aussi des fois où en fait, bah, il y a eu un changement, c'est plus le générique, ou alors c'était le princeps et ça l'est plus. Et à mon avis, le trouble bipolaire, on sera peut-être d'accord, c'est des variations d'humeur plus faciles alors qu'elles devraient Mm. être présentes. Et je trouve que les gens qui ont un TDAH et qui ont un trouble bipolaire, ben, ils sont encore plus sensibles aux petites âneries du genre, bon ben mince, on a changé de laboratoire ou de pharmacie ou je sais pas quoi, et parfois on s'évite des drames ou des augmentations de doses ou je sais pas quoi en regardant ce genre de choses. Moi, ça m'est arrivé fréquemment, hein, franchement. Alors, au début, je disais, oh, ouais, c'est pareil. Puis, bah, c'est pas si Ok, clair, je d'accord. trouve. C'est pire que les variantes de la lamotrigine ou du lévothyrox, quoi. Enfin, ou au moins au niveau du lévothyrox, en tout cas. Ah Donc, bah ouais, ouais, il y a pas d'autre. Le euro, ça n'a rien à voir. Quand on fait du générique de Concerta, moi, enfin, ça se passe des fois très bien, puis des fois c'est un peu la cata, quoi. ok. Alors, est-ce que vous pourriez maintenant répondre en fait à deux questions sur le rapport bénéfice-risque, c'est-à-dire en fait, la première question, ce sont des questions très naïves, hein, parce que comme je l'ai déjà dit, c'est vous les spécialistes du TDAH. Donc, si j'ai un trouble bipolaire et un TDAH, est-ce que je peux espérer en bénéfice, si on traite de manière efficace mon TDAH, que ça va contribuer à améliorer la stabilisation de l'humeur, dans ce sens-là? J'y vais d'abord. Vas-y, Euh, Michael, oui. ben moi, ouais, enfin, je veux dire juste oui, quoi. Je pense que les études sont claires sur le fait que ça peut être le cas.
c'est pas parce qu'il y a un risque de déséquilibration qu'il faut pas le faire, on est d'accord. Moi, si On j'ai une... parlera des risques après, Ouais, on est en d'accord, bénéfice. Oui. mais en bénéfice, il y a des gens, c'est la dernière, le dernier coup de peinture, quoi. Et en fait, ils gagnent pas qu'en attention. Moi, je suis d'accord avec le professeur, faut qu'on aille faire un resto. Il y a des gens, c'est pas un problème d'attention. Il y a des gens, ils sont 10 fois moins énervés et ils sont beaucoup plus stables alors qu'ils ont un petit peu de méthylphénidate. Je veux dire, l'effet de taille est faramineux. Alors, il est moindre que chez les purs TDAH, si tant est que ça existe, mais il y a un effet de taille qui est surréaliste. On parle d'un patient d'un traitement qui ne fait pas grossir, qui sédate pas, qui marche parfois aussi bien que je sais pas moi, la ventoline dans l'asthme, et du coup, moi, je pense qu'il n'y a aucun doute sur le fait que ça peut marcher. L'expérience le montre, les études le montrent, qu'elles soient financées par le labo ou pas, qu'elles soient épidémiologiques ou en double aveugle. Enfin, je pense que c'est un très haut niveau de preuve, à mon avis. À mon Un avis. très haut niveau de preuve que la prise en charge du TDAH améliore le pronostic du trouble bipolaire? C'est ça ma Ah, question. ah ouais, 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 il y a des papiers sur le sujet où bah, il y a des gens qui Et font moins de après, phases. Des gens qui font moins comme de c'est phases. un trouble comorbide, à la fin, les gens vont mieux. Voilà. Ok. Et Voilà, ils vont beaucoup mieux que si on traite qu'un seul des deux troubles, pour dire les choses un peu simplement. Donc, on a un intérêt très important à traiter les deux troubles. Très important. Ok, d'accord. Un peu comme si on faisait que traiter le trouble bipolaire sans prendre en charge les comorbidités addictives, par exemple. C'est Exactement. d'accord. Ok, Exactement. d'accord. Donc c'est un Et facteur de peut-être même mauvais plus. Peut-être pronostic. même plus. Oui, Peut-être d'accord. même plus. D'accord. Donc ce que je comprends, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que c'est un facteur de bon pronostic de la prise en charge de la comorbidité TDAH chez quelqu'un qui a un trouble bipolaire. Ok. Avec donc les bénéfices que vous venez de m'exposer du méthylphénidate. Alors, bien évidemment, pour les vieilles psychiatres comme moi, quand on parle de prescription de amphétamine, méthamphétamine chez quelqu'un qui a un trouble bipolaire, il y a tous les warnings qui s'allument en disant, oh là là, risque de décompensation psychotique et maniaque. Donc, si on prend maintenant sur les risques, euh, alors, est-ce qu'on a un bon, quelles sont les informations dont on dispose dans la littérature ou d'après votre expérience sur ce risque qui reste quand même très fort dans les représentations de bon nombre de psychiatres prescripteurs sur je ne peux pas mettre du méthylphénidate chez quelqu'un qui a un trouble bipolaire, ça va déstabiliser son humeur. Donc, est-ce qu'on a maintenant un certain nombre d'études qui pourraient rassurer les prescripteurs? Ah oui, oui, ça, on peut répondre direct. Chez un patient avec un traitement normotypique, rajouter du méthylphénidate ne va pas aggraver son trouble de l'humeur. Point. Alors, en moyenne, hein, mais en moyenne, ça aggrave pas. Bah après, Il y en a on toujours un rencontrera qui. toujours des C'est exceptions. ça. Voilà, les données, elles montrent que le risque, il n'est pas majeur, il est même faible. Ok, Alors, moi, donc je avec taquine. des études assez solides, si je comprends bien, Michael, oui. Ouais, moi, je taquine. Ça a moins de chances de déséquilibrer qu'un traitement sérotoninergique Ah oui. pur comme un antidépresseur, de façon très claire. Je ne vous parle pas des tricycliques ou là, machin. Et donc, en fait, c'est un exemple, je pense, de peur qui n'est pas du tout rationnelle, parce que le méthylphénidate est probablement, globalement, en moyenne, aussi dangereux, voire moins que la paroxétine ou de la sertraline, qui représente Moins, moins. ouais, moi, qui représente la majorité des prescriptions chez nos patients atteints de troubles bipolaires, quoi. C'est-à-dire C'est qu'effectivement, on est dans ah une oui, situation complètement paradoxale où, en fait, prescrire un antidépresseur chez quelqu'un qui a un trouble bipolaire, même sous thymorégulateur, ça peut être une véritable bombe sur c'est l'humeur. ça. Hors MM, je précise. Je parle non, des antidépresseurs. Enfin, non, Ouais, bah ils ont pas la MM dans le trouble bipolaire. oui, 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 bien sûr. Et inversement, en fait, prescrire du méthylphénidate est considéré comme un acte extrêmement dangereux dans les représentations de la plupart des prescripteurs. Donc ça, c'est Ah vraiment ouais. une information extrêmement intéressante parce que ce niveau de connaissance sur les études justement qui sont très rassurantes n'est peut-être pas encore tout à fait diffusé. Alors en revanche, il me semble, et ça revient à ce qu'on avait dit au départ, que les dernières études
montrent quand même de manière très claire que le méthylphénidate sans thymorégulateur, et ça on reboucle sur ce que tu disais tout à l'heure, Michael, le méthylphénidate sans thymorégulateur, là, en revanche, Catastrophe. voilà. Catastrophique. Donc ça, c'est un facteur, Catastrophique. OK. Après, en C'est termes pas de... une grande surprise, c'est pas une grande surprise. Non, bien sûr que Après, non. je vais faire, si je peux faire une petite tangente, il y a Oui, quand même une seule situation dans laquelle il faut être attentif en clinique, c'est les patients qui surconsomment, pour des tas de raisons, de la Ritaline à forme immédiate. Ça, c'est vraiment warning. Sur une longue période. Effectivement, là, par exemple, il y a l'émergence des troubles psychotiques, hein, ce n'était pas que la question du virage maniaque, c'est que c'est les pharmacopsychoses avec les oui. amphetamines. Enfin, c'est une vieille question, mais c'est pas une question anecdotique, ça arrive quand même. Et effectivement, ça va d'autant plus arriver que les gens vont gober comme ça de la Ritaline immédiate. Alors après, il y a l'histoire de la susceptibilité, enfin des tas de choses, hein, mais que ça, c'est une situation qui doit alerter. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas presser le méthylphénidate, mais la Ritaline immédiate gobée comme ça, comme des bonbons, là, ça peut effectivement décompenser des troubles psychotiques. J'allais Alors dire un moi, peu comme chez tout le monde, non? Ça, on ne sait chez pas. les patients atteints de troubles bipolaires, c'est peut-être plus à risque, Oui, ne oui, serait-ce que oui. pour les. Alors moi, témoignage, je dois avoir, je sais pas, 300 patients sous méthylphénidate. En 2 ans, j'ai pas eu une demande de refaites-moi une ordose, je l'ai perdue. Non, non, bien sûr. Ça ne m'est jamais arrivé. Quand on travaille correctement, ça n'arrive pas. Sur les benzos, sur les Oui, tous les benzos, jours. moi, voilà, mais c'est fréquent. Sur le méthylphénidate, ça ne m'est jamais arrivé une seconde. Donc des fois, les patients ils disent, je comprends pas trop, je pourrais aller acheter de l'alcool à la supérette juste à côté et personne ne m'emmerde. Par contre, quand je vais à la pharmacie pour de la Ritaline, il faut ramener tout, la bonne heure, machin, truc, sinon on me tombe dessus. C'est vrai qu'il y a un décalage, je pense, là, ça fait peur. Ça ne veut pas dire qu'il faut pas faire attention, hein, mais enfin, il y a un côté irrationnel là-dedans, là, qui est, à mon avis, dans tout le pays, quoi, je pense. Alors, c'est pas le seul médicament concerné, on pourrait en parler, enfin, il y a un certain nombre d'autres médicaments. Et il n'y a pas de risque spécifique, notamment par rapport au fait que les personnes qui ont trop bipolaire ont souvent enfin, plus de pathologies cardiovasculaires. Il n'y a pas de précautions particulières à avoir. Alors, il y a des recommandations de toute façon qu'il faut suivre. Le méthylphénidate, potentiellement, peut entraîner en lui-même certains troubles du rythme, des complications cardiovasculaires, qui ne sont pas si fréquents que ça et qui sont beaucoup moins fréquents que ce qu'on croit. Bon. Ah, donc, il est recommandé, avant de prescrire du méthylphénidate, de s'assurer qu'il n'y ait pas de facteur de risque majeur cardiovasculaire. Et bah, les patients psychiatriques, ils ont des facteurs de risque cardiovasculaire quoi qu'il advienne. Et un patient psychiatrique, bah, ça s'examine, ça a un bilan biologique, ça a un examen. Donc, bah oui, il faut qu'il y ait un examen somatique chez les patients psychiatriques. Et quand ils ont un trouble bipolaire et un TDAH et qu'on prescrit du méthylphénidate, il faut faire de la médecine générale. Ouais, c'est compliqué, hein. Mais ça Mais veut dire que c'est quand une ils chance arrivent, supplémentaire aussi, c'est-à-dire Oui, qu'au c'est une moins chance. il y a un dépistage qui peut se faire à ce moment-là de problèmes On est cardiovasculaires. d'accord. Mais ce n'est pas cela une dit, contre-indication absolue, hein. Michael. Cela dit, quand ils arrivent, normalement, ils sont stables avec un régulateur d'humeur et du coup, toutes ces considérations, elles ont déjà été En théorie. évaluées et en théorie, c'est déjà là, quoi. C'est-à-dire, Oui, mais il vaut mieux le c'est la rappeler quand même. théorie. En théorie, en Mais théorie. Mais alors, oui, et donc, normalement, question naïve, donc, dans mes représentations, le méthylphénidate peut avoir entraîné des insomnies. Et on sait que l'insomnie est un facteur de déstabilisation de l'humeur. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça en termes? Est-ce que ça nécessite justement des adaptations en termes de prise dans la journée ou autre? alors moi, j'ai des patients qui dorment mieux. Ça, c'est les vrais TDAH. Ils prennent de la Ritaline avant de dormir. Alors là, il n'y a même pas besoin de faire une ASRS, je sais pas quoi. Enfin, je veux dire, c'est Comment les, ça c'est les s'explique? c'est les vrais de vrais. Bah, il y a des papiers sur. Alors, il y a une étude où méthylphénidate dans la phase maniaque aiguë, ça a presque aidé un peu, mais statistiquement, c'était pourri. Mais en tout cas, ça Non, c'est pourri. déstabilisait pas. Il y a des patients qui, ne serait-ce que parce qu'ils arrivent à éteindre la machine, bah, ils dorment mieux, quoi. Ils procrastinent moins, donc c'est l'heure de me coucher. Oui, je sais que demain, je vais être fatigué, machin. Hop, je me couche, je verrai plus tard. J'arrête de scroll sur les réseaux et paf. Et c'est parfois des gens qui étaient insomniaques. Je veux dire, qui disent, mais j'ai jamais dormi comme ça, docteur, ça fait 20 ans.
Donc, c'est pas la majorité, mais quand ça arrive, voilà, moi je trouve que c'est assez élégant. C'est Et un effet très important du méthylphénidate dans le TDAH sans comorbidité. C'est un effet très important, la régulation du sommeil, hein. Ok, Très important. D'ailleurs, il y a des d'accord. tas d'hypothèses. Bon, c'est pas, on ne va pas en parler ici, mais sur sommeil et troubles des fonctions exécutives, hein. Donc, c'est un effet. Donc, le risque d'aggraver en perturbant le sommeil, au départ, a priori, on a plus de chances en améliorant le TDAH d'améliorer le sommeil d'un patient qui a une comorbidité. Voilà. Bon. Ok, Après, c'est très intéressant. après, là, tu as raison. Ah, il y a, en pratique, en clinique, il y a des situations dans lesquelles les horaires de prise, mais c'est comme avec beaucoup de psychotropes, hein, quand même, ils sont importants parce que la régulation du sommeil dans beaucoup de troubles psychiatriques et dans cette comorbidité, c'est un élément très important. Donc, eh bien, certains auront plus des prises le soir, d'autres le matin. Puis il y a aussi la question de fractionner les prises, par exemple, de méthylphénidate en fonction de ce qu'on racontait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on peut avoir besoin à un moment plus ou moins. Donc, effectivement, bah, il y aura une adaptation. Mais le risque potentiel de perturbation du sommeil, ce n'est pas un élément fondamental. moi, je trouve, mais je pense qu'on a des patients, j'ai des patients qui ont parfois moins de sédatifs. Alors, si le patient il a un trouble bipolaire et qu'il est sous kétiapine le soir, honnêtement, il va dormir. Ah oui. Ok, d'accord. Ou C'est moins un clozapine, oui, bien souci. sûr, C'est pas oui. un Ok, souci. d'accord. Mais, Et mais oui. Mais sinon, enfin, moi, je trouve que c'est vachement intéressant. Il y a des gens, là, c'est la question, je mets quoi en LP, je mets quoi en LI? Est-ce que si ça répond pas et que ça marche plus à partir de 15 heures, j'en remets un le midi? Est-ce que j'augmente la dose du matin? Il y a des patients, ils dorment mieux quand ils ont juste un petit peu de méthylphénidate, mais sur le reste de la nuit, s'ils en ont trop, ils font des cauchemars. Enfin, je veux dire, donc, je pense que le message, c'est le premier gène ne sera souvent pas le bon, moi, je trouve. On va finir par se prescrire un truc, on va mettre, je sais pas, 20 milligrammes 10 milligrammes de Ritaline LP, on met la dose la plus basse parce que tout le monde a peur du virage, machin. Et en fait, ça va être revu, c'est une ordonnance qui est revue. Est-ce que ça marche assez? Est-ce que quand ça marche assez longtemps? Est-ce que ça vous empiète sur le sommeil? Est-ce que ça met assez de temps avant de marcher? Parce que, enfin, et c'est des ordonnances qui sont dynamiques et qui Mm. se modifient dans le temps, mais la base, elle met un temps énorme enfin, pas forcément énorme, mais ça va demander des retouches, quoi. À mon avis, comme tous les autres Oui, oui. psychotropes, mais Comme tout peut-être plus psychotrope, encore oui. dans celui-là, et du coup, il faut le dire aux patients en direct, parce que des fois, ils arrivent, ils ont vu sur tous les réseaux sociaux, je l'ai pris, et le lendemain, je me suis transformé en Hercule, et nous, on est un peu moins, voilà, c'est peut-être un peu plus réservé, et il y en a qui... Alors, moi, je trouve aussi que de ne pas prescrire les stimulants dès le premier entretien, c'est une bonne pratique. Parce qu'il y en a dans le lot voilà, sur TikTok, c'est endémique. C'est endémique. Et il y en a dans le lot qui, en fait, c'est possible d'avoir un TDAH en regardant une vidéo de TikTok. Enfin, je pense qu'il y a des gens qui sont sémiologiquement plus compétents que moi. C'est pas impossible parce qu'ils en ont regardé des milliards. Et du coup, je pense que bah, c'est bien de ne pas prescrire dès la première rencontre les stimulants. Ça permet de trier un peu. Quand vous dites, bah, vous revenez avec votre famille, et puis on voit si c'est depuis que vous êtes enfant, ou depuis que vous fumez du cannabis, ou depuis que vous avez une début de sclérose en plaques, machin, ça freine un peu les gens qui sont. Ils disent, oula, il a l'air chiant, lui, et ça permet de trier un petit peu. Et du coup, en fait, c'est ça, c'est fiche qu'on n'a pas. C'est nous, on a, sur la population épidémie, on a quels sont les gens qui mésusent le méthylphénidate. C'est très bien, mais moi, ce que je veux, c'est chez un psychiatre qui voit la famille, qui voit les gens 2 ou 3 fois avant de commencer, qui prescrit de cette façon-là, qui dit, écoutez, je ferai jamais de dépassement de posologie ou d'ordonnance de sauvetage ou je sais pas quoi. C'est quoi le risque de mésuser? Et ben, moi, je trouve qu'effectivement, il est assez bas, quoi. Vraiment, il est Ok, assez c'est bas. vrai qu'on n'avait pas abordé la question de mes usages, mais donc c'est effectivement bien d'y revenir, même si vous disiez tous les deux que finalement, quand les prescriptions sont cadrées avec les bonnes indications, le risque de mésusage est moindre qu'avec les benzos. En fait, si j'ai bien résumé Ah ouais, ce que vous aviez dit tout à on l'heure. est, on est d'accord? Ouais, on est d'accord. Ok, bon, donc, eh bien, est-ce qu'il y a encore des points urgents qu'on n'aurait pas abordés? La question du poids finalement aussi, mais qui là, je pense, doit être quand même un peu le problème de perte de poids sous psychostimulant, je pense, qui est plus anecdotique par rapport aux enfants chez une personne adulte qui a un trouble bipolaire. Bah, ouais, parce que souvent, ils arrivent et ils ont déjà pris beaucoup de poids avec d'autres molécules. Et c'est vrai que chez les adultes, j'ai pas eu, enfin, je crois, je me souviens pas avoir eu ce problème, hein. Chez les enfants, c'est un vrai sujet.
Chez les Parce qu'il y a enfants, c'est des autre chose. enfants qui mangent plus et du coup, la Ritaline marche plus. Bah oui, oui, s'ils mangent pas, hein. Mais chez les adultes, je me souviens pas avoir eu ce souci, hein. Ouais, c'est Donc, pas un effet prégnant, c'est Ah pas un ouais. effet très important. C'est pour Donc, ça d'ailleurs que c'est les amphétamines qui ont l'AMM pour le binge eating, hein, parce que la perte d'appétit, ouais, chez les adultes, c'est pas terrible. donc, ce qui est aussi un message important, c'est-à-dire que en fait, essayer d'obtenir des prescriptions de méthylphénidate pour perdre du poids, c'est pas la stratégie la plus optimale. Bah, moi, mes patients, j'ai des patients qui consommaient de la cocaïne avant, etc., et qui sont un peu étonnés de toutes les précautions qu'il y a autour de ça, parce que bah, c'est pas très, très renforçant, hein. Le méthylphénidate en libération prolongée, ah non, enfin, c'est comme les patchs de nicotine, quoi. Je veux dire, j'ai pas c'est vu de pas comme patient fumer des clopes. bah, c'est ça, c'est plus simple de fumer. Ah Et bah oui, bah oui, j'ai pas vu de patient faire ça. Faut quand même être faut être dans la dèche, hein, parce qu'il y a de la cocaïne sur TikTok maintenant. Enfin, c'est-à-dire, donc, partout. euh, donc c'est vrai que je trouve qu'il y a une espèce Il y a de une déconnecte. surévaluation des risques. En fait, si j'essaye de résumer ce que vous êtes en train de me dire, on est un peu comme dans le profil clozapine ou lithium, c'est-à-dire surévaluation des risques, sous-évaluation des bénéfices avec le Ah, clairement, méthylphénidate. Voilà, clairement. mais 100%, Ok, 100%. Et d'accord. Hippocrate a dit, il n'a pas dit d'abord ne pas nuire. Il a dit, quant aux maladies, essaye d'aider et à défaut, essaye de ne pas nuire. Et du coup, je pense, moi, c'est une philosophie de la médecine qu'on est en train d'aborder là, où en fait, effectivement, il y a des gens qui sont d'abord, ou là, surtout, on risque quoi que ce soit, et puis il y en a d'autres qui sont plus interventionnels. Et là, c'est pour ça qu'il y a plein de gens avec lesquels on peut s'engueuler. Parce qu'il y a des médecins qui diront, ouais, mais jamais, c'est dangereux, machin. Et en fait, on fait appel à des raisonnements affectifs, là, qui sont ni vrais ni mauvais. Mais je pense que les études et dont on avait fait la vidéo sont là pour permettre de rajouter un peu de subjectivité là-dedans. Et le bénéfice-risque est excellent avec le méthylphénidate. Je pense que c'est à peu près clair pour tous les Ok. praticiens. Donc, il y a un vrai combat pour lutter contre la stigmatisation de certaines molécules. Ouais, Ah, bah ça, on est ouais. d'accord. Mais, mais moi, j'ai une Donc, patiente. messieurs, je pense qu'on va... Mais, et nous ne allons, sommes nous pas aurons achetés par l'occasion... l'industrie pharmaceutique. Ah oui, il y Nous a sommes zéro tous... Ah oui, conflit. oui, Nous exact. n'avons pas de conflit d'intérêts. Zéro conflit d'intérêt. Zéro, Zéro. 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 Ah bah Vous non. allez rarement voir ça réuni sur un écran, trois psychiatres sans conflit d'intérêt, mais ça existe. Ouais, Est-ce ça qu'on se fait. s'arrête là? Est-ce qu'on fera d'autres vidéos éventuellement? Oui, oui, très Ouais, volontiers. ouais. À bientôt. Merci À beaucoup. bientôt. Au revoir.